Qu'elle soit physique, psychologique ou sexuelle, la violence existe bel et bien au sein du couple. Certaines personnes peuvent faire l'amalgame entre une dispute de couple simple et une violence. Mais si vous arrivez à vous questionner sur les comportements de votre conjoint, nous vous donnons ici toutes sortes de violences et comment les reconnaître, comment y remédier surtout. Suivez-nous tout juste après le générique. Demain, nous célébrerons le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme célébrée partout dans le monde. Et malgré l'avancée que nous remarquons d'année en année sur les droits de nous les femmes, nous remarquons qu'il y a quand même du chemin à faire. Et ce soir, nous avons décidé d'aborder une question un peu sensible pour certaines personnes, mais qui mérite d'être parlée, d'être abordée pour donner la voix à ces personnes qui continuent de subir ces violences-là. Alors, pour aborder le sujet ce soir, nous avons M. Degwezinsou. C'est l'homme, psychologue clinicien. Bonsoir. Bonsoir, Whitney. Vous n'êtes plus un inconnu pour nos téléspectateurs. Merci d'avoir encore répondu à notre appel ce soir. Et nous avons Madame Mimi Bossou-Souedjede, la directrice de la maison TV5 Monde. Bonsoir Madame. Bonsoir Whitney. Bienvenue sur notre plateau. Merci pour l'invitation. Alors ce soir, le thème que je vous propose, c'est harcèlement et violence sexuelle au sein du couple. Est-ce que nous pouvons lancer le sans tabou? Bien sûr. C'est bon? C'est bon, madame? Allons-y. Alors, vu que c'est le 8 mars et que c'est la fête des femmes, nous allons commencer par madame, bien évidemment. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez des violences au sein du couple? Violences sans connotation, pour commencer. Alors, d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation. Je voudrais vous remercier aussi que vous invitiez un homme, parce qu'au-delà de sa fonction, l'homme qu'il est, il faut qu'on les associe à cette lutte, à ce combat, parce que généralement, on fait se retrouver entre femmes pour parler de ces questions, alors que le problème se trouve de l'autre côté. Merci d'avoir invité un homme sur le sujet. Alors, qu'est-ce que je pense des violences au sein du couple? Je dirais tout de go que ça existe, même si on n'en parle pas, et il faut qu'on en parle. Ça existe et ça prend différentes formes. Parfois, on a tendance à l'occulter. On ne veut pas mettre ce nom de violence là-dessus, mais je crois que ce soir, nous sommes là pour en parler, sans tabou, pour que la lumière se fasse, afin que la multitude qui subit encore ces vices-là puisse être sensibilisée, éduquée, informée, et parce qu'il le faut. Voilà. D'accord. Alors, monsieur, vu que vous êtes là pour nous épauler ce soir, dites-nous, que considère-t-on comme violence au sein du couple? Merci Whitney pour l'invitation dans un premier temps et merci pour la question d'ailleurs. Alors, au sein du couple, quand on parle de violence, on parle d'un comportement qui, on va dire, convoque l'abus. Enfin, c'est un comportement abusif. Et quand on parle d'abus, cela voudrait dire que l'un des partenaires dans le couple agit de façon dominante sur l'autre. Et donc, étant donné que la violence est un comportement, il y a des facteurs qui l'expliquent. D'accord. Et il va sans dire que ce comportement va laisser des séquelles dans la vie de ce couple-là, que ce soit chez la victime ou chez l'agresseur. Chez le bourreau. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a un des sexes du couple prédisposé à faire subir la violence au sein du couple? Je ne dirais pas qu'il s'agit d'une question de prédisposition. D'accord. Sauf que le phénomène est plus observé quand on est du côté des victimes, c'est-à-dire que c'est les femmes qui subissent plus la violence au sein du couple. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes aussi qui subissent de la violence au sein du couple. Voilà. Mais la balance montre que les femmes sont majoritairement les victimes. Oui, tout à fait. Et il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. Donc, c'est les femmes qui subissent le plus les violences conjugales. Alors, les facteurs dont vous parlez, est-ce que vous pouvez mieux nous les expliquer? Dans un premier temps, quand on parle
de facteurs qui concourent à la violence conjugale, on peut parler du fait que certains agresseurs, ou qu'ils soient femmes ou hommes, Oui. ont été victimes indirectes de ces violences-là au cours de leur enfance. C'est-à-dire que ce sont les parents qui ont été, on va dire, victimes ou agresseurs de la violence conjugale au sein du couple. Et donc, c'est des gens qui ont reproduit ce traumatisme-là, ce schéma-là, dans leur vie adulte. En dehors de ça, on peut également citer comme facteur les antécédents de troubles mentaux chez certains. Dans le tableau clinique de certains troubles mentaux, il y a de l'agressivité. Et donc, si l'un des partenaires souffre de ce trouble, il va sans dire que ce dernier va être agressif. Comme on est sur le champ de la santé mentale, il y a également certains partenaires du couple qui souffrent d'une dépendance à une substance, pour ne pas parler de trouble de l'usage à une substance. Et généralement, quand ils sont sous l'effet de ces substances-là, ils deviennent agressifs. Il y a également ce facteur-là qui peut aussi l'expliquer. L'autre facteur, c'est le facteur culturel qu'on ne peut pas occulter, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sans savoir que dans certaines cultures, on privilégie le plus ou on donne ce statut de dominant à l'homme. Ce qui fait qu'au sein du couple, l'homme se croit tout permis. Tout permis vis-à-vis de sa partenaire. Et il y a certains qui arrivent à ces extrêmes de violence conjugale. Voilà quelques facteurs que je... Il y en a d'autres, mais bon. Voilà ceux que vous nous énumérez ce soir. Alors, habituellement, quand on parle de violence, tout de suite, nos idées sont tournées vers les violences physiques. Mais je crois qu'il y a certains types de violences qui peuvent même encore faire plus mal que les violences qu'on peut infliger au corps. Exactement. Généralement, c'est quand il y a violence, des coups, que tout le monde crie, qu'on parle de violence. Mais vous avez raison de relever qu'il n'y a pas que les violences physiques qui arrivent dans le couple. Il y a notamment les violences psychologiques. Quand, à longueur de journée, on humilie la femme, on l'insulte, on la compare aux autres, on trouve qu'elle ne fait pas bien, elle essaie de faire mieux, non, on trouve que bon, pourquoi elle en fait, c'est de la violence psychologique et parfois c'est plus dur que la violence physique. Il y a la violence sexuelle. Dans un couple, les gens se demandent est-ce qu'on peut parler de viol dans un couple, est-ce qu'on peut parler de violence? Mais oui, il y a la violence sexuelle dans les couples. Il y a la violence économique. Quand on prive sa femme des ressources financières, quand on la punit par le manque de ressources à mettre à sa disposition, ce sont également des... monsieur est fâché. Voilà, ce sont également des violences. Donc vous voyez, la violence peut prendre différentes formes et voilà. Donc il n'y a pas que la violence physique. Mais la question qui me vient tout de suite en tête, c'est... Pour qu'on parle de mariage, normalement, si le processus est respecté, c'est qu'on s'est rencontrés, on s'est connus, on s'est aimés et on a décidé de se marier. Alors, quand est-ce qu'on passe de l'étape de « je t'aime moi aussi » à la violence au sein du couple? Oui, je crois que là, c'est un gros débat, mais essayons d'en parler un tout petit peu. Vous savez, je t'aime, moi aussi je t'aime, on va se marier. On ne prend pas le temps de connaître l'autre. Tout le monde porte son masque, veut paraître le plus gentil, le plus amoureux. On cache ses vices et puis on fait ce cheminement dans ce mensonge entre griffes jusqu'à atterrir dans le mariage. Et puis du jour au lendemain, on découvre que... C'est pas non, mais c'est pas celui que je connaissais, mais il n'était pas comme ça, il faisait pas si. Ben oui, c'est la vraie personne qu'on découvre le lendemain du mariage. Et généralement, parfois, ça commence là. Parfois même le jour. Je sais pas qui me racontait la dernière fois aussi, je l'ai lu. C'est-à-dire le jour du mariage, la nuit du mariage, l'homme a découché. Ça commence très bien alors.
Et histoire vraie qui s'est passée à Tapabé, c'est-à-dire le monsieur était tellement tendre, tellement attentif qu'ils sont allés au mariage. Et le soir, là, il dit à la femme, bon, j'ai assez joué le jeu. Tu voulais que j'aille à l'église avec toi pour qu'on puisse faire le mariage à l'église. C'est fait. J'ai assuré ma part de responsabilité. À partir de ce jour, fini l'église. Et maintenant, elle découvre l'homme. Vous voyez, c'est que le mariage a été mal préparé, le parcours n'a pas été bien respecté, ce qu'il faut connaître l'autre, être sincère et tout le reste. Tout le monde porte des masques et après, c'est beaucoup plus ce qui explique la chose, mais pas que. Tout à l'heure, le psychologue a parlé des maladies mentales qui peuvent amener ces violences-là. Malheureusement, il y a plus de malades dans la rue que dans les hôpitaux. Que dans les hôpitaux et surtout des malades mentaux. Bon, on peut que les appeler comme ça et tout le monde a une part, hein, chacun, au point que la dépression, le stress, les soucis au quotidien poussent parfois les gens à cela. La personne, au départ, n'était pas une mauvaise personne. De toute façon, tout individu n'est bon et c'est la société qui nous corrompt, comme on dit. Mais il y a aussi tout ce qu'on vit, l'environnement, les problèmes de la vie, les défis auxquels on fait face qui rendent vulnérables, qui rendent parfois des gens agressifs, violents et tout le reste. Et si on n'arrive pas à détecter que c'est beaucoup plus côté psychologique ou mental et qu'on ne voit que ce qui se passe, on risque de passer à côté. Et ça peut se perpétuer, cette violence-là, sans qu'on arrive à détecter la source, la vraie cause. Tout à l'heure, Madame disait que lors du cheminement, chacun essaie de paraître sous son plus beau jour. Alors, j'aimerais demander, est-ce parce que l'autre est amoureux qu'il n'arrive pas à déceler cette vraie personnalité de son conjoint, ou s'il y a certaines personnes qui arrivent vraiment à porter un masque qu'on ne peut pas faire tomber au premier regard? Donc, avant de répondre à la question, quand on énumérait les types de violences conjugales, je voudrais ajouter aussi que de nos jours, on distingue la violence numérique. La violence numérique, c'est-à-dire que l'un des partenaires qui va chercher à contrôler le téléphone ou tout ce qui est intique de sa partenaire. Alors, comment on en arrive-t-on à la violence? Je t'aime moi aussi à... il faut dire que dans le cheminement, il y a une étape dont Madame en a parlé, c'est la découverte. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous allez découvrir votre partenaire tel qu'il est. Et au-delà de ça, quand on parle de connaître quelqu'un, c'est vrai, on a l'observation de notre partenaire, il y a le vécu quotidien et tout ça, mais je dis toujours à mes clients, pour ne pas parler de patients ou ceux avec qui je discute souvent, que vous devez m'emmener votre partenaire pour une évaluation psychologique. Donc, seul le psychologue est habilité à pouvoir passer un test de personnalité pour vous dire exactement votre partenaire, quel est son type de traits de personnalité. Et Madame parlait également aussi du fait que beaucoup de monde dans la société est, entre guillemets, malade. Ce n'est pas que de la maladie mentale il s'agit, mais ce de quoi il s'agit, c'est les troubles de personnalité, en fait. Donc, quelqu'un peut souffrir d'un trouble de personnalité, mais fonctionner normalement. D'accord? Juste qu'un élément déclencheur. Voilà. Et quand la personne est confrontée à un agent stresseur intense, en ce moment, la personne va faire la maladie mentale en fonction de ses traits de personnalité. Et là aussi, il y a des gens qui ont plusieurs traits de personnalité et donc c'est le plus dominant peut-être qui va se manifester et tout ça. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire à propos. Et donc, connaître la personne, c'est, on va dire, un peu exagéré si
ce n'est pas fait avec la Donc, contribution des... Je crois que même dans le spécialistes. cheminement, on va devoir exiger maintenant une consultation psychologique. Oui, tout à fait. Parce que de plus en plus, on assiste à des féminicides. Et quand tu entends les raisons, tu te dis, mais comment on peut en arriver là, juste pour ça, en fait? Tout à fait. Oui. Parce que quand on parle de préparation, Oui. il y a... Bon, souvent, dans certaines églises, on demande les bilans prénuptiaux. Oui. Et dans les Ok. bilans prénuptiaux, il va falloir qu'on puisse aussi demander un bilan psychologique aux deux partenaires. Même si c'est des questions d'ordre personnel qu'il faut, je vais dire, qu'il faut partager avec réserve. Mhm. Parce que c'est une question très sensible. D'accord. Donc, partager des informations sur sa personnalité, c'est une question très sensible. Mais je pense que si vous voulez jouer le jeu, il va falloir que les deux partenaires se fassent confiance Oui. pour pouvoir le faire dans un cadre professionnel avec l'assistance d'un spécialiste. D'accord. Alors, avant que vous ne... Et pour compléter, je crois que ça va devenir une obligation si on veut éviter tout ce qu'on vit aujourd'hui, ces violences et ces divorces, parce que parfois le divorce aussi s'ensuit. Aujourd'hui, je crois que la sensibilisation est assez faite sur l'électrophorèse de l'hémoglobine. Oui. Quand vous êtes tous deux AS, il vaut mieux ne pas vous marier pour éviter le pire. Si vous pensez, si on fait le test de personnalité et que vous voyez que vous n'êtes pas compatible, il vaut mieux se séparer maintenant que de subir ou bien de vivre un mariage malheureux. Parce qu'un mariage, c'est pour toute la vie. Hein. Et c'est ce que la mort qui doit séparer en fait. Donc je pense que c'est nécessaire. D'accord. Avant que le psychologue ne rebondisse, avec votre expérience de femme mariée, dites-nous, comment on peut, quelle est la limite entre une dispute de couple et une violence? Parce que nous avons parlé de violence psychologique et autres. Dans la manière de parler, de se défendre, parce qu'on sait que souvent, quand les nerfs sont vraiment chauffés, chacun dit ce qui peut blesser l'autre pour voilà, remporter la partie. Mais quelle est la ligne rouge entre une dispute de couple et de la violence psychologique dans le couple? Moi, je peux dire la répétition. Quand ça commence à être très répétitif et que une personne commence à prendre le dessus, à avoir de l'emprise, à dominer l'autre, à vouloir toujours avoir raison, je pense qu'il faut déjà commencer à se poser des questions. La dispute, ça arrive hein, entre frères et sœurs, ça arrive partout. Mais quand le premier coup est parti, normalement dans le coup, quand le premier coup est parti, le premier coup ne doit même pas partir. Quand ça arrive là, il faut déjà se poser des questions. Et quand l'humiliation à longueur de journée, 1, 2, 3 fois, il ne faut pas attendre, se dire... parce que ce qui arrive aussi parfois, c'est que aujourd'hui, l'homme humilie, fait de la violence, et puis le lendemain, ah, excuse-moi, en fait, c'est parce que tu as fait ci, bon, ça ne va plus se reproduire. Et 3 jours après, ça recommence. Et puis, bon, on ne sait plus, est-ce que c'est parce qu'il m'aime qu'il le fait? Est-ce que c'est de la jalousie? Ou on en vient à se dire, c'est de ma faute. Non. Heureusement qu'on en parle maintenant pour éveiller les consciences, pour dire non, à partir du moment où ça devient répétitif, ça devient du quotidien et que, bon, vous n'avez plus votre mot, vous ne pouvez plus vous défendre, attention, il faut se poser des questions. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Le psychologue peut peut-être... À propos de cette question, ce que je voudrais ajouter est que dans une dispute, chacun des deux partenaires est amené à donner son point de vue. D'accord. Dans la limite du respect de l'autre. Et si vous franchissez la limite du respect et que vous attaquez l'autre, vous êtes en train de faire de la violence. D'accord. Ce n'est pas en discutant sur un sujet au sein du couple que l'un des partenaires va chercher à, on va dire, avoir de l'ascendance. Avoir de l'ascendance ou à dominer l'autre. Non, on donne juste son point de vue. Et maintenant, vous allez évaluer quel est le point de vue qui semble être plus
on va dire, Logique. Consensuel. plus consensuel, plus logique, basé sur des faits vérifiés et non sur la subjectivité. Et comme ça, le couple prend sa décision. Mais quand vous êtes dans une dispute et que l'autre cherche à dominer, l'autre attaque son partenaire, ce n'est plus de la dispute, mais on est en train de faire de la violence. De la violence. Dernièrement, je suivais un live sur TikTok, vu que c'est la tendance, et il y a un couple qui s'affichait tout heureux, et la femme, à un moment, elle a dit non, je ne peux pas continuer, pas vous berner, voilà ce que je subis. Et comme droit de réponse, le monsieur, il vient carrément. On s'attendait à ce qu'il s'explique, mais il dénigrait la femme. Tu n'as pas de diplôme universitaire, tu as vécu dans un foyer sans père, tu devais savoir ce que c'est, je te nourris, tu ne participes pas au même degré de... Je me suis dit, mais comment est-ce qu'elle est arrivée à rester? Parce que si quelqu'un se met devant une caméra et parle de la mère de son enfant ou de la personne avec qui elle est en couple comme ça, c'est qu'il y a un problème. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est que la fille répond en disant que ce n'est pas le plus grave. Ah ouais. Et que même la première gifle qu'il lui a donnée, ce n'était toujours pas le plus grave. C'est les marques qu'elle a sur le corps. Mais je me suis dit, un homme qui me rabaisse comme ça, c'est déjà grave. En plus, en public. En public. Enfin, des gens qui vivent en France, que nous, on en arrive à être au courant ici. C'est des choses que Internet n'oublie rien. Hein. Demain, on va te le resservir. Et Bien si sûr. par malheur, elle retombe sur... un homme aussi vicieux ou plus vicieux que l'ancien, il dira, ah oui, on te disait toutes ces conneries dans ton ancienne relation, mais tu ne branchais pas, c'est ici que tu es venu faire la meuf. Non, ça, c'est un autre débat, les réseaux sociaux. Mais il faut dire que peut-être on va y revenir. C'est en fait, comme ce que tu disais, Oui. c'est les cycles de la violence conjugale qui fait que certaines victimes demeurent toujours dans cette relation. Mais comment elle en arrive? Parce que je ne comprends pas que l'homme avec qui on est en couple, on est censé être des égaux dans le couple, puisse me rabaisser. Que je n'ai pas de diplôme universitaire, bon, tu le savais avant de t'engager. Pourquoi est-ce que ça devient un motif d'insulte aujourd'hui? Quand on n'est pas le même niveau financier, comme vous l'avez dit, la violence... L'humiliation. Voilà. En fait, là, il veut l'humilier. Voilà, dire... Maintenant, elle accepte Elle dit que ce n'est pas le plus grave. que c'est juste les marques. C'est quand il a commencé par la frapper, à avoir des marques sur le corps, mais c'est là. Donc pour elle, une petite gifle de temps en temps, ce n'est pas de la violence. Vous savez, il y Là, a est-ce une que c'est question l'éducation, voilà, ouais. c'est là que je veux en D'accord. venir. Il y a une question d'éducation qui joue. Quand dans la transmission des valeurs, nos parents qui ont subi de telles choses vous disent, oh, ça a toujours été comme ça. Dans notre culture, dans notre tradition, l'homme a toujours pris le dessus. Oui, ton mari peut... Bon, est-ce qu'il t'a tué? Quand à longueur de temps, dans la transmission de ses valeurs, dans l'éducation, c'est ce qu'on lui a inculqué, c'est normal qu'elle trouve ça normal. C'est la tautologie. Et c'est là aussi que l'éducation joue dans cette affaire de violence conjugale. Il y a l'éducation, mais il y a aussi la culture et la tradition qui font accepter certaines choses. Quand on parle du viol conjugal, aujourd'hui, l'homme ne peut plus forcer la femme. L'homme qui force la femme à coucher avec elle, c'est du viol. C'est du viol. Mais à l'époque, l'homme a le droit sur la femme. Dès que lui il a envie, il n'a pas à soucier si la femme veut, tu veux ou pas, c'est pas son affaire. Viens te coucher. La femme même est censée avoir envie, elle est juste là pour... Moi, j'ai rencontré une dame qui a longtemps vécu à Lomé, avec qui j'ai changé une fois sur les questions de couple. Et quand elle a sorti que, on dit que les gens ont du plaisir quand ils font des relations, c'est que elle ne comprend pas, qu'elle n'a jamais connu ça, elle comprend pas ce que les gens disent. Dans sa tête, c'est comme ça, ça fait mal. Elle a accepté que ça fait mal. Donc, quand on dit, viens te coucher, le monsieur... Elle exécute. Et qu'elle a mal, elle accepte. Et elle va se taire. Et l'homme va continuer. Et le cycle continue. Et si elle a des filles, voilà ce qu'elle va inculquer. Donc, il y a l'éducation, notre culture, la tradition, la transmission de ce qui était et de ce qui doit être. Tout ça, là, joue dans le... Alors là, on va débat. aborder la question de la violence sexuelle.
il y a un micro-trottoir qui passait un jour par rapport au consentement. Et un monsieur qui disait que genre, la femme que lui l'a dotée, il va avoir envie de coucher avec elle et qu'elle dise non, que ce n'est pas possible. Je me suis dit, bon, est-ce que la dot, c'est pour vendre ta femme? Non. C'est un geste symbolique que nous avons ici en Afrique. Mais je comprends par là que, encore aujourd'hui, pour bon nombre d'hommes, dès que la dot a été payée, dès qu'il t'a même envoyé devant le maire, parce que c'est le Saint Graal, la femme doit se plier à toutes ces exigences. Alors, dans le couple, à partir de quand est-ce qu'on parle de viol conjugal? Moi, du moment où il y a forcing, il n'y a pas de consentement, et de consentement, on est déjà dans la violence. Cet amour-là doit se vivre mutuellement, le plaisir mutuel. C'est toujours une question d'éducation. Il y a des hommes qui ne savent pas, hein, qui n'ont pas été éduqués à ça, qui ne comprennent pas qu'une femme, on doit l'amener progressivement à avoir envie, même si elle ne l'avait pas, ne serait-ce que par des gestes, par des comportements, par des paroles, à lui faire adhérer à ce acte-là. Non. Maintenant, quand vous parlez de dot, je pense que c'est pour cela que le gouvernement aujourd'hui, on fait en sorte de pouvoir mettre une limite. Hein. Parce que quand certains hommes font, c'est-à-dire ils pensent avoir fait tellement de sacrifices que ça dépasse le symbole de l'amour pour aller dans « j'achète une femme », entre griffes quoi. J'ai donné tout ça là. Il y a des hommes qui le disent, hein, j'ai donné tout ça là pour que tu viennes me servir en fait. Quand les familles se permettent de demander voiture, terrain, moto, pour qu'on épouse leur fille. Après, la fille aussi, après que le monsieur ait donné tout ça là, est-ce que je vais encore parler? Et je dois prendre des gants pour dire certaines choses. Vous voyez, c'est nous-mêmes qui créons ce cercle vicieux là. Il faut qu'on en sorte, il faut qu'on en parle pour qu'on en sorte. Et je pense que c'est ça. Mais la dot n'est pas de l'achat. La dot, c'est symbolique. Ça a été toujours ainsi depuis la Bible que nous on connaît jusqu'à nos jours. Mais c'est un symbole de quoi? De cohésion entre deux familles. Bon, vous savez, à l'époque de la Bible, les hommes ont toujours été au-dessus. Quand on comptait la population, on comptait que les hommes, on ne comptait pas les femmes. Donc, c'est une question de tradition, de culture qui se perpétue. Mais aujourd'hui, tout le monde a compris que parler d'égalité, ce n'est pas une question de soulever une partie contre une autre, mais c'est une question de droits humains. Voilà. D'accord. Monsieur Degbé, vous voulez enchérir? Non. Parce que c'est vos camarades qui disent souvent qu'on ne peut pas parler de viol conjugal parce que c'est ma femme, c'est normal. Bon, disons que quand on restitue un peu le débat, quand on parle de viol, pour nous qui sommes des spécialistes de cette thématique, il y a des critères qu'on considère. Donc c'est beaucoup plus dans le couple, on va parler de violence sexuelle. Et je dis toujours, je l'ai une fois dit ici sur votre plateau, que quand on parle de la sexualité, ça doit être un partage. Quand on parle de la sexualité, ça doit être un art. Et donc, si pris par cette pulsion sexuelle et tu ne penses qu'à toi seul, il y a problème. Donc c'est en ce moment, tu es amené à, on va dire, à chosifier ta partenaire. Parce que tu ne prends pas en compte elle ou lui, ses envies. Et c'est dommage. Voilà. D'accord. Alors, madame. Mais il y a du viol dans des couples hein, où ça dépasse la violence. C'est-à-dire, ça va au-delà. C'est-à-dire, on force, c'est-à-dire, elle ne veut pas, on la force et on fait. Est-ce qu'on cherche même à savoir si elle veut ou pas? Non, au moins la personne dit je ne veux pas, mais il y a des hommes, parce qu'on écoute hein, sur le terrain, on écoute ce qui se dit, il y a des hommes qui le font. Oui, moi je ne refuse pas, c'est-à-dire que cette question de définition de concept est une question d'école. En fait, quand on parle de viol, enfin de l'école où moi j'ai fait ma spécialité, dans un premier temps, le premier critère est qu'il faut 5 ans d'écart. Dans un premier temps, 5 ans d'écart d'âge.
pour qu'on parle de viol? Dans un premier temps, pour qu'on parle de viol. D'accord. D'accord? Oui. Ce qui fait que quand deux enfants sont pris par cet acte aussi, dès qu'il y a 5 ans d'âge entre eux, on peut aussi parler de viol entre deux enfants. Il n'y a pas que viol entre adultes et enfants. D'accord. Donc, c'est pour ça que Donc, si un garçon de 20 ans violente une petite fille de 17 ans, 3 ans d'écart, on ne parlera pas de viol? Non. Ok. Ah ouais? Non. Là, on va dans un autre débat. C'est pour ça que je dis ça. Donc, je ne veux pas... C'est ça. C'est ça. On risque de passer à côté de ce qui nous rassemble. Ce qu'on lit un peu partout, ce qu'on sait, c'est la notion de consentement. Ouais, tout à Que fait. ce soit la pénétration, le toucher et autres, il faut que l'autre en face dise Oui. Je le veux. Bien sûr. Parce qu'il y a certains hommes qui disent ah, les femmes elles sont toujours comme ça, elles disent Ouais, non, au non, début, avant de mais dire oui. après elles continuent. C'est ça. Mais moi je dis quitte à frustrer votre partenaire en fait. Elle dit non, laissez-la. Si elle en a envie, elle saura revenir vers vous. Non, mais user d'art, De comme ruse, d'art, de paroles convaincre. mielleuses, de paroles encourageantes pour amener la personne. Nous, les femmes, les hommes doivent apprendre à nous connaître. Nous, les femmes, très vite, on peut nous amener à ça. Vous n'avez pas besoin D'user de violence. C'est ça, normalement. Alors, ce qu'on dit souvent, c'est quand vous êtes victime de viol, parlez-en, dénoncez. Mais est-ce que c'est facile de dénoncer son conjoint, son mari, à la place publique dans ce genre de cas de violence, qu'elle soit psychologique, verbale, physique ou sexuelle? Je rends grâce à Dieu, je n'ai pas été dans le cas, mais je suppose que ça ne doit pas être facile. Vu l'éducation que nous avons reçue en Afrique, déjà le fait d'aller en parler, il y a déjà cette honte-là. Il y a la honte qui s'installe. Aller en parler, c'est là qu'on va commencer à te demander qu'est-ce que toi aussi tu as fait, qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'il en arrive là, est-ce que toi aussi, est-ce que... Au final, tu vas te dire, ah, c'est peut-être de ma faute. Donc, on préfère se taire. On n'en parle pas souvent aussi parce qu'on dépend de la personne. Pourquoi certains n'arrivent pas à partir? Je suis contre le divorce à tout vent, comme les réseaux sociaux disent. Moi, on dit il faut partir. Moi, il faut partir. Non, je suis contre ça. Mais pourquoi parfois, si partir s'impose, certaines femmes ne partent pas? Peut-être que la manière dont elles ont rejoint le mari aussi, c'est un problème. Les parents n'étaient pas d'accord. Un matin, elle a fait ses affaires. Au nom de l'amour, elle va s'installer. Maintenant, revenir pose problème. Ou bien, elle n'a pas de moyens. Et c'est l'homme qui la nourrit. C'est l'homme qui fait tout. Si je pars maintenant, je vais aller où? Je vais manger quoi? Et puis, on est là. Vous voyez, il y a tellement de raisons qui poussent les femmes à rester, à subir et à ne pas aller porter plainte. Même dans les commissariats, la plupart du temps, ce sont des hommes qui vont recevoir ces femmes-là. Ils vont leur demander la question que, tu es sûr? Qu'est-ce que tu as fait? Non, c'est tout cela. Et des fois, même quand c'est bien acté que l'homme a été violent et que genre par excès de colère ou de douleur, l'homme est enfermé pour quelques heures de garde à vue. C'est elle qui va supplier. Ah ouais, Vigno, béton est là. Surtout quand il y a des enfants. Voilà. Donc, ce qui fait que finalement, on ne donne même plus de... Enfin, quand une femme vient, on dit ok, on a compris. Parce qu'on va l'enfermer, tu vas revenir dire ah oui, Vigno, béton est là. Non seulement ça, la famille du monsieur, ta belle famille. Ah, c'est à cause de toi qu'on a enfermé notre... Ce sont des considérations culturelles et traditionnelles qui amènent à ça. Et puis, on n'a pas cette culture de porter plainte. C'est maintenant que ça vient. On copie ce qui se passe ailleurs. C'est maintenant que ça vient. Mais se lever, aller porter plainte, se pointer dans un commissariat. Mon mari m'a insulté. Aïe. Mon mari m'a battu. Bon, m'a battu là, on prend en charge. Je pense que les choses évoluent maintenant. Un homme qui bat une femme, ça va être pris en charge dans un commissariat. Et ça, j'en suis sûre. Mais insulter, hier encore, elle m'a insulté. Là, je ne pense pas que... C'est pour ça que vous venez ici. On ne règle pas ce genre de... Vous restez sur le banc, 3 heures de temps, vous ne recevez pas. Votre travail vous attend. Vous voyez, il y a ces petites choses. Ce sont des petites choses, mais assez grandes qui font que le phénomène persiste.
sur le plan psychologique, vous voulez nous rajouter? Pourquoi est-ce que c'est pas facile pour la femme Non, là, de dénoncer, quitter, c'est non, vrai. pas de quitter forcément, mais de dénoncer. De dire d'aller parce porter plainte. voilà, quand un enfant fait quelque chose de mal, on le frappe. Et puis après, bon, c'est pas pour autant qu'on on le renie. Mais si mon mari me frappe, je peux demander à ce qu'on l'enferme 3 jours, le temps qu'il réfléchisse. Et après, non, après on va te demander, après, il va encore se coucher sur toi. c'est pas grave. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça fait partie des approches de solution ou de D'accord. gestion du cas? C'est-à-dire la dénonciation, non. Ce qu'il faut faire, c'est dans un premier temps, de parler à quelqu'un, dans un premier temps, pour se soulager et chercher de l'aide. Moi, je dis que c'est déjà de la dénonciation. Parce que quand on dit dénonciation, c'est pas forcément Au au commissariat. Ouais, Mais tout à si fait. je vais voir Tata, mais tu dis, mon mari m'a frappé aujourd'hui, je l'ai déjà Bien dénoncé sûr. parce que l'information est Et ça sortie peut du se coup. gérer à l'amiable. Bien sûr. Voilà. Et donc, à partir de là, il peut y avoir une médiation qui peut se faire de Parce que façon... pour se marier, on a des témoins, Bien des sûr. parents, Bien vers sûr. qui on doit aller en premier pour en parler. sûr. C'est quand ça devient maintenant... Et ce qu'il faut, c'est que on parle de comportement et que la violence sort un peu d'un comportement normal dans une relation à deux. Donc, du moment où ça devient un comportement anormal, il faut le prendre au sérieux et demander de l'aide à un spécialiste. D'accord. Sinon, aller dénoncer à une connaissance ou à une tierce personne ou à un membre de la famille ne résout pas. Généralement, la dernière fois, quelqu'un me racontait que la femme est partie se plaindre auprès de son beau-père et que le beau-père, en voulant régler le problème, a invité son petit frère à lui et son enfant et sa belle-fille et que la belle-fille s'est retrouvée seule. Vous voyez que c'est déjà... Elle s'est retrouvée en face de 3 hommes Voilà. de la même famille. Et donc, il n'y a pas la manière et que, bon, l'OMS même dit, les questions de violence conjugale sont des questions de droits humains. D'accord. Donc, c'est sous ce coupole-là qu'il faut véritablement regarder le problème. Sinon, si vous faites de la médiation, ça va être des conseils qui ne vont rien résoudre. Peut-être que l'agresseur a un trouble mental qui est là, enquisté. C'est-à-dire, il fonctionne avec. Vous le conseillez, c'est comme vous jetez de l'eau au dos du canard. Ça va passer. Donc, il faut mettre la main sur le facteur réel qui fait que l'agresseur continue de se comporter de la sorte. Est-ce que c'est une question de consommation de substances? Il faut chercher des alternatives pour l'aider à être sobre. D'accord. Sur ce, nous allons à une pause publicitaire, puis nous revenons tout de suite pour la suite. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. Nous sommes de retour sur ce plateau pour continuer notre discussion oh que enrichissante et je suis sûre vous permet de prendre des leçons. Nous allons nous tourner vers M. Degwe et lui demander, nous en avons parlé brièvement au début mais je veux que vous approfondissiez un peu. Qu'est-ce que le cycle de violence? Alors, il y a un collègue psychologue du nom de Leland Walker qui en 1970 a
élaboré un modèle théorique pour pouvoir expliquer un peu ce cycle de violence. Il a dénommé la dynamique répétitive et descriptive des violences conjugales. Et donc, il a distingué 3 étapes dans ce cycle. D'accord. La toute première étape, c'est, on va dire, la tension, la phase de la tension. Ça passe par les disputes qui ne vont pas respecter le droit de l'autre. Et l'autre, et rapidement, ça va virer dans les violences. Donc, on va chercher à humilier l'autre, on va chercher à toucher l'estime de soi de l'autre, et ainsi de suite. Et donc, quand ça devient répétitif, la deuxième phase maintenant va être la phase d'exposition, c'est-à-dire que le partenaire agresseur va commencer par porter des coups. Et quand on parle de coups, il n'y a pas que le coup physique. Donc, on va certainement qu'on va parler de coups physiques quand il va s'agir de violence physique. On va parler de tout ce qui est violence verbale, psychologique. On va parler des violences économiques, on va parler des violences numériques et tout ça. Et donc, après cette deuxième phase, la troisième phase de ce cycle, c'est que l'agresseur se remet en cause. Il regrette son acte. Et quand il regrette son acte et tout ça, il va aller vers sa partenaire victime et va demander pardon, que je regrette. Ça ne va plus se reproduire. Et donc, elle aussi, tout en voulant donner la chance au couple de pouvoir continuer son petit bonhomme de chemin, va maintenant donner espoir. D'accord? Et donc, la troisième phase est appelée même la lune de miel. D'accord. La lune de miel ou la réconciliation. Et donc, après cette étape-là, la victime va se dire, OK, bon, il a demandé pardon. Ça veut dire qu'il regrette. Ça veut dire qu'il regrette, il va changer. Et donc, cet espoir-là va faire qu'ils vont encore retomber dans un deuxième cycle, ainsi de suite. Et si un moment, elle n'a pas le déclic pour dire non, stop, c'est toute une vie qu'elle va passer dans ce cycle-là. C'est comme ça. Ça reprend. Comme c'est ainsi. C'est-à-dire que le gars, il te mord, après il souffle un peu dessus, tu te dis non, c'est bon, alors qu'il est parti aiguiser ses dents. Justement, de toute façon, quand on parle de cycle, ça veut dire que ça devient répétitif. Et de façon chronologique, ça va aller, ça monte en intensité. Et si rien n'est fait, on va observer des homicides. Hein. Oui. Alors, je veux demander, comment les couples en arrivent à la violence? Parce que je suppose que dès la première rencontre, sauf dans le cas d'un mariage forcé, dès la première rencontre, s'il y a violence, le couple ne va pas perdurer. Donc, je suppose que c'est après un certain temps que la violence survient dans le couple. Alors, comment est-ce que ces couples en arrivent à la violence? Donc, je vais prendre un cas typique. D'accord. On va prendre le cas d'un pervers narcissique. Donc, un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a un trouble de personnalité narcissique. D'accord. Donc, dans un premier temps, comment eux, ils fonctionnent? C'est des grands manipulateurs qui vont cacher leur jeu. C'est-à-dire, tu ne sauras pas que ton partenaire que tu as en face de toi, ça peut être un homme ou une femme, est un pervers. Et donc, quand il va cacher son jeu, il va tout faire. Du moment où vous êtes dans la relation maintenant, en ce moment, c'est-à-dire, pour eux, la toute première phase va être la phase de tension, les petits couacs et tout ça, vous gérez. Dans la phase d'exposition, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher à t'isoler de tes proches, c'est-à-dire des gens qui, éventuellement, peuvent te venir en aide au cas où il y a problème. Donc, ils vont t'isoler. Et quand ils t'isolent, tu deviens leur proie. Donc, tu es à leur merci. Il n'y a plus personne autour pour te venir en aide. Tu es à leur merci. Et donc, tu seras victime de toutes sortes de violences. Et c'est comme ça, la personne va être dans ce cycle de violence permanente. Et du jour où tu vas dire stop, tu vas voir qu'il va commencer par être malade. C'est-à-dire qu'il va faire des crises. Parce que la proie s'est échappée. Voilà.
Donc, souvent, quand les femmes se marient, on dit non, retire-toi de tout, concentre-toi sur ton foyer. Je pense que c'est un piège. En tout Parce qu'il cas, faut toujours avoir quelqu'un sur le côté au cas où ça va. Tu dis, ça va pas plutôt. Non, mais tu dis, non. c'est clair. C'est ce que moi, je dis toujours à des gens qui ont des difficultés de couple pour dire que les deux partenaires sont dans une relation, c'est-à-dire ils forment un groupe social. Mais chacun pris individuellement appartient à des groupes sociaux dont l'autre partenaire n'est pas membre. D'accord. D'accord? Et donc, chaque partenaire doit normalement avoir sa zone de confort et que du moment où il y a problème au sein du couple, voilà, la victime ou le partenaire peut se retirer dans sa zone de confort, se ressourcer avant de revenir. Et donc, si on t'isole et que tu n'as plus d'autres groupes sociaux où aller te ressourcer et tout ça, il y a problème. Qu'est-ce qu'ils sont malins, ceux-là. Mais peut-être pour rebondir un peu, compléter la question, je crois qu'il est essentiel qu'on puisse chercher à connaître les causes de ces violences-là. Sinon, on ne pourra pas les régler, puisque toutes les violences n'ont pas les mêmes causes. Tant qu'on ne connaîtra pas la cause, on va traiter le superficiel et le problème va persister. On a parlé de pervers narcissiques. Il y a les bipolaires, par exemple. Quand tu prends un bipolaire, tantôt il est calme, non détresse et tout, mais dans l'autre phase, il est très agité. La femme qui n'est pas habituée à ça ne comprendra son mari. Il va pouvoir répondre et puis ça va créer des soucis. Donc, il y a les traits de personnalité là dont on parle. Plus tu connais la personne, tu sais comment te comporter avec. Ça peut également aider à résoudre les problèmes. On parle de violence économique. Si la femme est autonome financièrement, cette violence-là n'existerait pas. C'est-à-dire, l'homme respectera d'ailleurs la femme et ne pourra pas user d'argent pour la punir. Donc, il faut connaître la cause pour pouvoir régler le problème. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, je l'ai dit tantôt pour vous dire que quand on parle de violence conjugale, on est sur un champ pathologique. Donc, qui dit pathologique, le conseil ne va plus être productif. D'accord. D'accord? Le conseil ne va plus être productif et qu'il faut aller mettre la main sur le facteur prédisposant, précipitant. D'accord. D'accord? Et que on puisse véritablement aider la personne, à supposer que la personne est devenue toxico, c'est-à-dire que la personne est devenue dépendante à une substance qui fait qu'il est agressif. Mais vous ne pouvez pas le conseiller et que il va arrêter de consommer. Donc, c'est ça le problème. Quelqu'un qui a toujours vu son papa taper sur sa mère, pour lui, c'est tellement normal qu'il ne comprend même pas le bien fondé. Justement. Et donc, si on comprend que c'est un traumatisme de l'enfance, il faut agir sur ça. Parce qu'on peut soigner. On peut soigner un traumatisme psychique. D'accord. Alors, madame, j'aimerais vous demander, quelle est la part de la société dans la violence imposée aux femmes? Parce que, désolée, souvent, quand on parle de viol ou de violence, la question qui revient, c'est qu'est-ce qu'elle a fait? C'est-à-dire que je me fais violer par un homme, on dira c'est à cause de sa tenue. Voilà. Ou pour qu'est-ce que tu allais dans sa chambre? C'est ça. Ou qu'est-ce que tu allais à son invitation si tu savais qu'il ne t'intéresse pas? C'est-à-dire qu'on essaie toujours de rejeter la faute sur la femme. C'est par ignorance, je peux dire. Hein. C'est pas ignorance et c'est pour ça que je pense que les psychiatres et les psychologues ont un grand rôle à jouer dans notre société actuelle pour que la sensibilisation soit accrue et que les gens puissent comprendre, que toute la société puisse comprendre que la violence n'a pas sa place. Quel que soit ce que la personne a fait, c'est pas par la violence qu'il faut répondre. Qu'il y a d'autres formes de réponse à donner. Donc, il faut que la société soit sensibilisée. Parce que tant qu'on va crédibiliser le comportement des agresseurs, ils continueront à le faire. Je veux faire une petite parenthèse pour dire, ce n'est pas pour cela également
que la femme va se comporter n'importe comment pour dire il n'a pas le droit de me toucher, donc je fais ce que je veux. De toute façon, Non, tu le connais pas respect, quel fou tu es en face de toi. c'est ça. Le respect est de mise. Je donne souvent l'exemple. Je dis souvent, quand on va à la plage, au niveau de l'ancien Wharf, Oui. la nuit, on sait qu'il y a des bandits là-bas. Mhm. Le bandit n'a pas le droit de t'ôter la vie. Très clair. Mais si tu vas là-bas la nuit, à minuit, pour dire la plage est pour tout le monde, j'ai le droit d'être là à minuit, sachant qu'il y a des fous là-bas et que tu dis, il n'a pas le droit. Oui, c'est vrai, il n'a pas le droit. Sauf que la personne n'est pas bien dans sa tête. Donc, tu prends également tes précautions. Pour ne pas être la Pour- prochaine victime. Voilà. Mhm. Que la société comprenne l'enjeu et que tout le monde y participe. Quand une victime vient vers nous, qu'on ne la culpabilise pas, en plus, qu'on ne lui pose pas certaines questions qui risquent de l'enfoncer au point que peut-être la prochaine fois, elle n'oserait même plus en parler. Qu'on ne dise pas que c'est normal, ouais, on a toujours battu des femmes, on a toujours battu des hommes. Oui, avant c'était comme ça. Et puis, la femme, oui, tu appartiens à ton homme. La Bible a dit, l'homme est le chef de la famille, donc tu te soumets. Sauf que tout ça là, il faut bien comprendre ce qui est... Il pleut partout, tu veux les quitter pour aller où? Voilà. Donc, je pense que la société a une part de responsabilité. Et est-ce que c'est fait de façon... Est-ce que c'est fait exprès? Non. Nous transportons tous cette tradition, cette culture, cette éducation-là. Il faut que on soit reformatés. Et c'est pour ça que j'en appelle aux psychologues, aux psychiatres, à toute personne qui comprend un peu l'enjeu de se mettre aussi dans le combat pour qu'on arrive à l'éviter. Surtout dans le couple, je pense, je ne sais pas si c'est involontaire ou si c'est pour que l'autre subisse. Comme je subis, il faut que l'autre subisse. Mais souvent dans les conseils que certaines mères donnent à leurs filles, ou quand tu vas te plaindre, elles te diront, ah, tu penses que je suis dans le foyer de ton père, tu penses que c'est parce qu'il y a le miel. Ah, vas-y, subis aussi, je suis passée par là. Mais alors que même si on n'inciterait pas sa fille au divorce, il y a d'autres paroles pour la soutenir que C'est celle-là. pas ignorance. Elles savent pas. Si Parce que elles dès qu'on se savaient... plaint un peu, on se dit, ah, tu pensais que le foyer, c'est juste des bisous. Ouais, Ouais, c'est comme ça. Il faut comme ça souffrir. qu'on les a éduqués. C'est-à-dire, on reproduit, C'est ça. Le même on cycle. reproduit Le sans même se schéma, rendre compte. Le même schème de Voilà, on reproduit d'éducation. sans se rendre compte qu'on fait du tort, quoi. C'est pour ça que, bon, c'est vrai, elles font pas bien, mais en fait, Elles c'est se pas de rendent leur même pas compte qu'elles faute. font pas bien, d'accord. Elles-mêmes, elles subissent quelque chose. Ouais, en fait, c'est ça. Ok. Voilà, on va prier pour qu'elle guérisse. Non, Ou qu'elle peut-être fasse- la communication, le dialogue peut changer l'ancienne génération. Leur faire comprendre aussi qu'en fait, ce n'est pas normal ce que de vous avez souffrir autant dans, Voilà. dans son foyer ou de se faire battre, C'est ça. de se faire abuser. Oui, c'est vrai, et vous, tout. vous avez subi Yako, mais C'est ça pas une devait raison que... pour que ça continue. C'est ça. En fait, c'est justement ce que les parents et que les gens doivent savoir. C'est-à-dire que la société évolue selon son époque. Ce qui est admis, accepté à une époque donnée de nos parents et tout ça, ne l'est plus aujourd'hui. Et donc, on ne doit plus reproduire les mêmes schèmes de l'éducation, les mêmes comportements de leur époque à notre époque de nos jours. Ce n'est pas possible. Ce faisant, cela veut dire que vous avez des comportements d'une autre époque que vous répliquez dans cette époque qui n'est pas adapté. Donc, vous êtes en déphasage. Ce qui fait que vous serez en train de vivre négativement ou très, très mauvais, quoi. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire comme comportement, les gens vont l'interpréter négativement et ça va agir sur votre santé mentale. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il y a certaines choses, vous savez, on reçoit l'éducation à la maison, mais au fur et à mesure qu'on grandit dans la société, on se rend compte que il y a ça que mon papa faisait, mais ce n'est pas bon, c'est pas la peine de perpétuer. Ou il y a ce comportement que j'ai vu chez ma mère, que je ne souhaite pas reproduire dans mon couple. Donc, quand je vois certaines personnes de notre génération tenir certains propos, c'est-à-dire que la femme de tel voyage pour 2 semaines, quoi? Moi, ma femme n'oserait jamais. Elle va partir 2 semaines, elle fait quoi? Ou elle travaille avec des hommes? Ou comment tu permets à ta femme de s'habiller ainsi? Je ne comprends pas comment des jeunes de notre génération puissent avoir ce genre de raisonnement. Je vous explique. En matière de comportement, quand l'individu fait face à un facteur
il a deux possibilités. Soit il va vers l'extrême positif, ou soit il va vers l'extrême négatif. D'accord. Je prends l'exemple. C'est comme un jeune qui a vécu dans une famille polygame et que peut-être c'est sa mère qui a trop souffert de ce type de famille. Donc cet enfant peut prendre la décision de ne plus être polygame à son tour. De la même façon, un autre aussi, de la même mère, peut prendre la décision de devenir polygame, comme son papa. D'où les refrains, nos mamans ont fait 10 Voilà. enfants, elles partaient au champ, elles Voilà. faisaient la cuisine, mais vous êtes paresseuse aujourd'hui. Voilà, et donc, on va avoir ce genre de D'accord. réaction. D'accord, il y a certains C'est qui- tout à fait normal. Ok. Mais nous D'accord. parlons de mariage. Il faut que les jeunes comprennent qu'il faut une certaine maturité Oui. avant de rentrer dans le mariage. Il faut être soi-même avant de se mettre avec l'autre. Si toi-même tu ne te connais pas, si toi-même tu n'es pas assez suffisante pour toi-même, Oui. ne va pas dans le mariage pour créer des problèmes à l'autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, par exemple, je suis du genre, je peux voyager, mon mari peut voyager. C'est-à-dire, moi, je prône le libre ensemble. On est mariés, mais chacun doit être libre de pouvoir vivre sa vie. Si le mariage doit devenir une prison, ça ne marche pas. Ah non, je veux pas la paix. Donc, avant même que tu rentres dans le mariage, il faut la communication. Que ton homme sache que ben, tu es du genre, tu peux voyager, tu peux prendre tes vacances sans lui. Toi aussi, tu prends tes vacances, je prends mes vacances, chacun, et puis on se retrouve. On va se Où est le problème? Vraiment, où est le mal? Non, mais beaucoup ne comprennent pas ça. Beaucoup ne comprennent pas ça. Moi, je suis pas de cette génération, mais moi, je suis du genre, ben, mon mari veut voyager, qu'il voyage. Qu'il voyage. Je veux voyager, mais laissez-moi voyager. Mais bon, c'est une question d'éducation aussi. Mais les jeunes, prenez le temps de parler avant le mariage. Moi, ça, je n'aime pas. Ça, je n'apprécie pas. Vous discutez avant. Ce n'est pas après le mariage que tu vas aller lui dire, mais en fait, moi, j'aimais voyager. Hein, je ne la te l'avais pas. Hein? Dites ça avant. Avant. Il y a une jeune fille qui m'a raconté que un garçon lui faisait la course. C'est pas que le garçon est mauvais, il est très bien, il a une bonne situation. Mais le garçon a sorti une phrase dans leur discussion comme ça. Le garçon a dit, moi, j'aimerais pas épouser une femme qui va voyager tout le temps. Et la jeune fille se dit, moi, dans mon rêve, dans ma vision, dans mon projet de vie, je voudrais pouvoir voyager. Eh bien, elle a coupé la relation. C'est mieux. Bon, Que d'essayer de le faire changer d'avis plus c'est tard. ça. Elle en a discuté avant. Elle sait avant, elle dit, Ça là, ne va pas le faire. on n'a pas la compatibilité là. Même si les contrats s'attirent, il y a quand même une limite. Ouais, c'est ça. Ne pas franchir. C'est ça. Alors, pour dernière question pour cette émission, je vous demande comment peut-on accompagner les femmes victimes, soit de harcèlement ou de violence conjugale, à pouvoir se relever et rayonner de nouveau dans la société? Bon, je crois qu'on en a un peu parlé dans nos discussions. Il faut déjà être à leur écoute. Oui. Il faut leur permettre de parler. Il faut les encourager à dire ce qui se passe. Parce que elles ont parfois tendance à couvrir l'autre, à protéger l'autre. Je ne sais pas, c'est le psychologue qui peut nous dire pourquoi on protège encore son agresseur. Ça doit avoir un nom certainement. Mais il faut les encourager à parler et à dénoncer. Et il ne faut pas les victimiser, il ne faut pas les culpabiliser en plus. Il faudra plutôt les amener à comprendre que non, elle ne doit pas subir ça et que ce n'est pas normal. Et tous les outils qui sont là, les mettre à leur disposition. S'il y a besoin de les amener vers un psychologue, les amener vers les psychologues. S'il y a besoin de les amener à la justice, il faut les y amener. Et puis voilà, mais je pense que la base, c'est pouvoir les comprendre, les faire parler, les comprendre, les rassurer et les aider à prendre une décision pour leur vie, pas décider à leur place. Parce que parfois, les coachs aussi prennent la place de la personne pour leur dire peut-être ce qui est bien pour eux, voilà, pour elles, elles veulent que ça soit bien pour l'autre aussi, non.
amener la personne à pouvoir prendre la une décision adéquate. pour sa vie. Et le cas extrême serait de partir. Parce que oui, il y a des moments où il faut vraiment partir. Parfois, même s'il faut rester, il faut d'abord partir. Quand on parle de coups, de blessures, très vite, un coup sur la tête et puis on parle d'autre parlera de chose. vous passer. C'est ça. Donc, il y a des moments où, oui, il faut dire à la personne, pour le moment, sors de là. Maintenant, quand elle sort de là, elle va où? C'est aussi ça la question. Il faut qu'on ait des structures, des structures d'accueil et qu'au niveau institutionnel également, que les lois existent. Mais parfois, c'est l'application de ces lois qui pose problème. Il faut que les lois, les tests que nous prenons soient bien appliqués pour que les femmes se sentent vraiment protégées. Et quand les lois sont appliquées, même l'homme qui va agir va savoir que, il y a la loi qui est là, qui punit. Sinon, ils sont là, de toute façon, c'est là que je te montrerai mon vrai visage. C'est ça. Donc, voilà, et qu'on parle de l'autonomisation de la femme. C'est aussi, ce n'est pas la solution, mais ça fait partie de la solution. Pouvoir être soi-même, cultiver l'estime de soi, la confiance en soi, être autonome financièrement, ça participe à régler le problème. Merci beaucoup. Merci. Alors, Monsieur Degbe, vous aurez un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs? Non, je dirais qu'au Togo, principalement, et les textes qui sont là criminalisent la violence conjugale. Et donc, comme l'a dit madame, c'est d'arriver à sortir les dispositions d'exécution de ces textes-là pour pouvoir protéger les mères victimes. Donc, autre chose, je dirais que on ne peut pas aider les victimes de violences conjugales sans les agresseurs. Comme on le dit chez nous, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, les deux doivent être, ne serait-ce que les écouter, les recevoir, les écouter et évaluer la situation avec eux. Si jamais ils ne peuvent pas, on va dire, arrondir les angles et que la santé de la victime est en jeu, la personne peut prendre la décision de mettre une pause ou carrément de partir. Et donc, partir dans l'approche de thérapie conjugale fait partie des alternatives. Donc, comme on le dit, on se marie, mais on peut se divorcer aussi. Surtout si la santé de la victime est en jeu. On peut se séparer, on peut divorcer. Comme on est venu. Bien sûr. Et puis c'est essentiel qu'on s'occupe également des agresseurs parce que parfois certains le font sans savoir qu'ils font mal. Peut-être que ce sont des cris de détresse même qu'ils lancent. C'est ça. Donc c'est important de ne pas être trop dans le jugement pour oublier que peut-être que c'est... Ce sont des victimes. Ce sont des victimes. Sinon, si la première part, il va toujours chercher à avoir une deuxième. Voilà. La deuxième aussi va subir, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord. Vous avez compris, le débat est tellement intéressant que nous ne voulons pas arrêter, mais malheureusement, le temps d'antenne qui nous est imparti arrive à sa fin. Vous l'avez compris tout au long de nos échanges, c'est normal, hein, comme tout couple, d'avoir des disputes, des divergences d'idées qui aboutissent sur des disputes. Mais à contrario, si la personne en face est toujours la base du problème, qui veut se faire entendre au point où vous n'avez même plus droit à la parole, alors là, il y a un problème et il faudra réagir. Que chacun prenne en compte les conseils que nous avons donnés ce soir et qu'on dénote de moins en moins de féminicides, de violences au sein du couple et surtout envers la femme parce que nous sommes les mères de l'humanité. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.